Merci. Alors, Monsieur le Ministre, sur toutes ces interventions, nombreux sujets. Je voudrais vous remercier les uns et les autres et peut-être pour permettre une deuxième série d'interventions, pourrais-je, en répondant à une question posée par l'une des éminentes personnalités, ne pas y répondre une deuxième fois si elle a été posée par d'autres. Et il y a un certain nombre de questions qui sont, je crois, communes, bien qu'à chaque fois il y ait une valeur ajoutée. Donc je vais tenter de répondre à celle-là d'abord et puis ensuite aux questions particulières. Je crois que M. Sansi se pose la question de ce qui se passe depuis quelques mois dans la zone qui se situe au voisinage de l'Algérie. Et en même temps, il se demande pourquoi l'Algérie est restée relativement stable, je dirais même stable tout court, dans une mouvance qui est caractérisée par des intifadas, des révolutions, des mutations et des changements très très profonds. D'abord, je voudrais dire, pas seulement par amitié pour nos amis marocains, mais nous ne sommes pas le seul pays à avoir maintenu cette stabilité. Les Marocains l'ont fait aussi, et nous nous en réjouissons parce que notre objectif est que toute la zone soit une zone de stabilité. L'Algérie, pour comprendre les raisons qui font que les Algériennes et les Algériens ont continué à travailler avec autant de combativité qu'avant le printemps, pour demander ce qui semble être de leur droit, pour revendiquer, etc. Ils l'ont fait avant le printemps et continuent à le faire. Peut-être, je dois l'avouer, avec un peu plus d'insistance après le printemps. Mais s'agissant de ce printemps arabe, si on veut en situer très sommairement les causes, on pourra, je pense, m'accompagner dans l'idée que ces causes n'étaient pas réunies à Alger, fort heureusement. Alors, quelles sont les causes? Les causes, c'est que nous avons des pays qui avaient un système centralisé de pouvoir politique. Nous avions également des pays qui n'avaient pas de liberté de la presse. Et nous avions des pays qui n'avaient pas pris très au sérieux la dimension de l'équilibre régional et quelquefois de l'équilibre ethnique. Et évidemment, ces pays-là, dont je n'ai pas besoin de décliner la liste, vous les connaissez à partir de la Tunisie jusqu'à aujourd'hui au Yémen, sont des pays qui, à la faveur d'une conjoncture économique et sociale plus difficile que d'autres, à la faveur quelquefois d'un simple événement, ont pu mettre à nu cette pression qui s'est exercée dans un sens sur les populations et que les populations ont voulu exercer dans l'autre sens à la faveur de leur révolution et de leur révolte. En Algérie, le pluralisme politique date de 88. Nous avons des dizaines de partis qui sont à l'Assemblée et nous avons au gouvernement depuis 2000 entre 3 et 5 partis politiques, y compris un parti politique de tendance islamiste. Nous sommes donc très loin du système centralisateur. En Algérie, nous avons une liberté de presse qui est exceptionnelle et auquel je rends hommage aujourd'hui, même si souvent les membres du gouvernement que nous sommes apprécions diversement les pointes d'humour dont nous sommes l'objet. Mais ça, je crois que c'est une habitude maintenant qui est rentrée dans les mœurs. Alors, la situation en Algérie est différente également parce que depuis 10 ans, nous avons, j'ai tenté de le souligner dans ma déclaration préliminaire, lancé des réformes, l'école, la justice, etc. Et enfin, parce que la situation en Algérie, sur le plan économique et social, s'est améliorée très sensiblement et des indicateurs très simples, mais très importants, très significatifs, que peuvent être le PIB par capita ou le taux de chômage ou même le taux d'inflation, sont là pour indiquer que ces dernières années, l'Algérie a avancé de manière extrêmement positive. Donc,
Les Algériens restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des frondeurs. Ils veulent toujours plus et ils ont bien raison. Et ils ont saisi l'occasion du printemps arabe pour sortir quelquefois plus souvent, peut-être en faisant quelquefois plus de bruit. Mais fort heureusement, la qualité des rapports entre le gouvernement et la population a pu permettre de traiter de ces doléances et le plus souvent d'apporter des solutions raisonnables, consensuelles. Et même si aujourd'hui on peut considérer en effet que sur le plan budgétaire, elles ont eu un coût et qu'il nous faudra assumer. Monsieur le ministre Vozel, printemps arabe, comment le caractériser? Est-ce qu'il touche des GED? Je passe l'UPM. L'UPM, pour nous, c'est une valeur ajoutée dans le processus de Barcelone. Elle peut s'exprimer en termes très simples. Comment faire de l'UPM une somme de projets concrets, opérationnels, qui permettent de prendre en charge de manière plus économique et plus efficiente des demandes qui peuvent être des demandes de chacun des pays de l'UPM, mais qui, si ces demandes étaient prises en charge de manière synergique, pourraient permettre donc de développer des capacités et des efficacités plus évidentes. L'UPM, c'est ça. Et c'est ça encore, malheureusement, en termes de projets. Depuis 2008, nous n'avons pas encore le sentiment d'être passé du stade de projet ou d'idée au stade de projet concret qui se développe. Nous apporterons, nous, en Algérie, tout l'appui à tout projet qui s'inscrit dans cette dynamique-là. Et ces projets-là sont des projets qui doivent être le résultat d'un effort conjoint des États, mais également des opérateurs économiques et peut-être même de la société civile pour certains projets qui concernent les questions de formation, par exemple. Nous sommes désireux de voir l'UPM conçu ainsi avancer. Mais si l'UPM rentre dans la mouvance des questions politiques, si l'UPM se donne un secrétariat plus politique que technique et économique et opérationnel, alors nous vulnérabilisons l'UPM et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. J'espère qu'avec le nouveau secrétaire général marocain, que nous avons d'ailleurs soutenu, et le produit de l'expérience de ces dernières années, nous allons enfin, en 2012, acter la naissance des premiers projets qui pourront se développer à l'indicatif de l'UPM. C'est notre souhait, nous y croyons, et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Nous, Méditerranéens, nous n'avons pas d'autre salut que de travailler ensemble. Simplement, il faut poser les règles du jeu et faire en sorte que la discipline soit une discipline qui soit consensuelle. Et je crois que dans ces conditions-là, l'UPM, revue et corrigée, éventuellement boostée par telle ou telle autre conférence à la faveur du printemps de... Pourquoi pas? La Syrie, M. Ozad. La Syrie est une préoccupation majeure pour les pays arabes, mais pour tous les pays, en fait, qui se préoccupent de la situation de ce grand pays qui est la Syrie, dont la profondeur historique est exceptionnelle et qui aujourd'hui se trouve dans une situation de pré-guerre civile si nous voulons être prudents. Alors, la Ligue arabe a très rapidement porté une initiative. Cette initiative, il faut le reconnaître, a été appuyée par la communauté internationale et malgré les difficultés, cette communauté internationale continue à l'appuyer, même si quelquefois cela se fait du bout des lèvres. Alors, nous saisissons l'occasion de cette rencontre pour demander à nos amis français de continuer à nous aider à faire que cette initiative atteigne son point de non-retour. Mais je peux concevoir avec vous que nous avons aussi besoin de l'aide des Syriens eux-mêmes pour aller dans la même direction. L'Algérie se trouve membre d'un comité ministériel qui est chargé de promouvoir cette initiative. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes en train, à la fois d'une main, de faire pression sur le gouvernement syrien, une pression positive, et de l'autre main, tendre la main à la fois au gouvernement et à l'opposition syrienne pour pouvoir créer les conditions d'un dialogue. Et nous sommes persuadés qu'en dehors de ce dialogue, la transition que
que les uns et les autres attendent ne pourra pas se faire. Nous sommes donc en train de donner le maximum de chance à cette initiative arabe. Et cette initiative arabe, elle repose sur l'arrêt des hostilités, l'arrêt des violences. Elle repose sur la libération des détenus. Elle repose sur l'ouverture d'un dialogue. Mais elle repose aussi sur une meilleure connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce dernier objectif que nous considérons comme étant particulièrement important parce qu'il nous semble que les informations qui nous viennent de Syrie ne sont pas toujours frappées du sceau de l'objectivité. Nous avons besoin donc d'une commission qui, à partir de la Syrie, composée de membres de la Ligue arabe, des États ou des sociétés civiles, puisse aller sur le terrain, vérifier ce qui se passe, restituer l'information et de cette façon-là, on pourra probablement mieux intervenir sur le terrain pour aller dans le sens de la préservation des vies humaines qui, malheureusement, tous les jours, sont en train d'augmenter, sans qu'on sache d'ailleurs quel est et à la limite, peu importe, le poids de ceux qui perdent la vie avec un uniforme et ceux qui, civils et quelquefois même enfants, perdent la vie sans que ils aient eu à intervenir dans ce conflit et malheureusement, eux aussi, sont nombreux. Donc, la Syrie, porte ouverte, difficulté, mais espoir. Espoir permis, espoir raisonnable, de ne pas internationaliser le conflit, de ne pas en arriver à des solutions extrêmes comme celles que nous avons pu constater dans d'autres pays. M. Guéant aurait proposé à son homologue algérien une baisse d'immigration légale de 10%. Merci de cette information, M. Fouzel. J'exploiterai cette information au mieux, mais il n'est pas interdit de se poser des objectifs et celui de la réduction de l'immigration peut ne pas être un objectif porté seulement par l'Europe ou par la France. Ça pourrait également être un objectif des Algériens, surtout lorsque cette immigration concerne les gens que nous formons à grands frais et qui malheureusement nous quittent trop souvent. Monsieur Lucas, pour les rapatriés, la situation des cimetières en Algérie, je concède que c'est quelque chose sur lequel nous devons accorder toute l'attention et peut-être même davantage. Et je sais qu'il y a des efforts, je sais que ces efforts ne sont pas suffisants, mais je sais qu'il nous faut considérer cela comme étant un point de dignité et peut-être même, je dirais, le point central de la mémoire. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que tout ce que nous pourrons faire de votre côté et du nôtre pour que en Algérie et en France, la dignité soit assurée à ceux qui nous ont perdus, ceux qui nous ont quittés et qui nous sont chers. Alors, tout ce que nous ferons dans ce sens-là sera toujours insuffisant. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Le 50e anniversaire et comme tous les anniversaires, qu'est-ce que nous faisons le jour des anniversaires? Nous formulons des vœux. Alors, le 50e sera l'occasion de formuler aussi des vœux. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le 50e anniversaire, c'est-à-dire le 5 juillet 2012, il y a des décisions qui vont tomber sonnantes et frappantes et audibles. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'il s'agisse là de ce qu'on attend d'un anniversaire. Un anniversaire, c'est pour faire un bilan, c'est pour voir en quoi nous avons fauté, en quoi nous avons bien fait, comment nous améliorer. Et toutes les directions que vous avez évoquées sont des directions à féconder. Toutes, sans exception aucune. Le droit de vote nous place devant une perspective encore plus prometteuse. Mais pourquoi pas? Surtout lorsque l'on parle de réciprocité. Je crois que nos pays sont en train de bouger à une vitesse qui est une vitesse quelquefois surprenante. Le printemps arabe est là pour le démontrer. Mais si nous avons progressivement une même acception du concept de démocratie, alors il n'y a pas de limite à la pensée, il n'y a pas de limite à l'action. Monsieur Lecoq.